Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Jérôme Gavaudan, je suis le président du Conseil national des barreaux. J'ai beaucoup de bonheur à partager ce temps avec vous ce soir et je vous remercie toutes et tous de vous être mobilisés à la veille de ce long week-end du 11 novembre. J'ai souhaité ce moment d'échange après m'en être entretenu avec Camille Aéry qui l'a suggéré. Et je pense qu'il est bon de parler ce soir, puisque nous avons eu une assemblée générale d'ailleurs du Conseil national des barreaux hier, de l'évolution de la situation. Depuis plusieurs mois, dans le cadre du projet de loi Confiance, qui est un ensemble, il y a des dispositions en matière civile, il y a des dispositions qui sont favorables à la profession, il y a des dispositions dont on ne discute plus ou dont on ne discute pas, mais qui ont beaucoup mobilisé les forces vives du Conseil national des barreaux. Mais depuis plusieurs semaines, en tout cas, nous sommes dans le cadre et dans le contexte de ce projet de loi, un peu le nez dans le guidon pour protéger le secret professionnel de l'avocat. Et c'est dans la vie d'un élu de la profession que de se tourner vers le public, vers ses confrères. Et vraiment, je remercie Camille d'avoir suggéré cette rencontre de ce soir. Vous avez besoin, et nous avons tous besoin d'avoir les informations, pas forcément au fil de l'eau, mais l'occasion m'est ici donnée de vous dire où nous en sommes sur ce point. Je tiens à rappeler que dans le projet de loi Confiance, à ce stade, les avocats, sur la question du secret professionnel, n'avaient pas émis de revendications particulières. C'est le garde des Sceaux qui a introduit dans la loi la définition dans le code de procédure pénale, en tout cas l'introduction dans le code de procédure pénale, de la question de la protection du secret de la défense. Et dès que cette disposition est apparue, la profession a tiqué, puisque nous sommes traditionnellement attachés à l'unicité du secret professionnel, tel qu'il est d'ailleurs défini dans la loi de 1971. Je crois que c'est important de le dire. Le secret professionnel est inscrit dans la loi de 1971 et c'est la jurisprudence, notamment de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui en a fait une interprétation en matière de procédure pénale. Donc, lorsque le gouvernement, on était dans le stade du projet de loi, inscrit effectivement cette notion dans le marbre du Code de procédure pénale, on veut bien comprendre la position du garde des Sceaux qui est de dire je fais faire une progression parce qu'il y a des situations qui sont inadmissibles, qu'on a pu subir les uns ou les autres, et je veux progresser sur cette question-là, mais nous attirons effectivement l'attention du gouvernement sur cette difficulté-là et sur le fait que, alors que la loi jusqu'à présent ne distinguait pas le secret du conseil de celui de la défense, pour le coup, cette distinction allait s'introduire dans le code de procédure pénale. Nous avons énormément travaillé depuis des mois et les députés, effectivement, ont souhaité clarifier les choses et introduire dans l'article préliminaire du code de procédure pénale la notion de garantie du secret professionnel en matière de défense, en matière de conseil. Voilà quelle était la situation avant que le Sénat ne vote un certain nombre de modifications introduisant des exceptions en matière globalement de délits financiers, on va le dire comme ça, et puis que dans la CMP, nous ayons le maintien de curieusement, le maintien de cette liste et un ajout de ce dernier alinéa qu'on estime scélérat, au terme duquel l'avocat pourrait être instrumentalisé et à l'issue de son plein gré, participer à la commission d'une infraction et que dès lors, ça permettrait de faire céder le secret professionnel. Je schématise parce que je ne suis pas un spécialiste, mais je tenais à vous dire en introduction, voilà le processus législatif tel qu'il a été effectivement posé par le gouvernement, puis par les députés, ensuite par les sénateurs et enfin au sein de la CMP. Donc c'est ce processus législatif sur ce point qui effectivement nous occupe. Le 29 octobre, en Assemblée générale du CNB, nous avons voté une nouvelle proposition de rédaction qui évacuait toute ambiguïté sur la protection du secret que nous devons à nos clients, en faisant des observations quant au rôle du bâtonnier, sur le fait qu'il ne pouvait y avoir, y compris quand il y avait des exceptions, la nécessité de constater que l'avocat avait, ou qu'il y avait des indices, en tout cas des éléments qui faisaient apparaître qu'il avait pu commettre ou participer à la commission de l'infraction, et surtout demander la suppression de ce dernier alinéa du texte. Et hier, en Assemblée générale du Conseil national des barreaux, nous avons maintenu cette position en disant au gouvernement que la balle est dans son camp et que c'est à lui, parce qu'il peut le faire, et c'est le seul qui peut le faire au stade
d'un retour devant les assemblées Assemblée nationale et Sénat, par le biais d'un amendement, de modifier le texte sur la base des propositions que nous avions faites le 29 octobre dernier et sur lesquelles nous sommes toujours sur la ligne, quitte effectivement à lui dire qu'il prenne ses responsabilités et que ce que nous lui avons proposé, c'est un ensemble et que c'est à lui de décider, gouvernement avec les députés et les sénateurs, de faire ce qu'il a à faire sur la base des propositions claires que nous lui avons faites. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, c'est au choix du législateur, c'est sa responsabilité, et ce n'est pas celle ni de la profession, ni des conseils de l'ordre, et ni du Conseil national des barreaux, qui n'est pas le législateur et qui n'est pas le gouvernement. Donc nous sommes des avocats debout, nous sommes des avocats qui avons clarifié notre position parce qu'on nous a demandé de la clarifier et nous l'avons précisé, c'est la délibération du 29 octobre. À ce stade, nous sommes dans ce cadre-là et nous demandons au gouvernement de s'en saisir puisqu'il en a la possibilité et de faire ce qu'il a à faire en prenant lui-même les responsabilités qu'il doit lui-même assumer avec la représentation nationale. Voilà le contexte dans lequel on est. Je remercie Laurence Roch, présidente de la commission Liberté, droits de l'homme du Conseil national des barreaux, d'être avec nous ce soir et qui est sur tous les fronts, qui a effectivement constitué il y a une quinzaine de jours un groupe de travail représentant l'ensemble de la profession pour faire les contre-propositions que nous avons portées le 29 octobre dernier. Et je remercie à Camille Aéry d'être venue ici au Conseil national des barreaux à nouveau, d'être présent, et aussi notre cher confrère Avocaillon du barreau de Rodez, qui est toujours un aiguillon, et à la fois un aiguillon positif des discussions que nous pouvons avoir les uns et les autres. Tous deux sont des inspirateurs, des influenceurs, ils n'aiment pas le terme, mais en tout cas des animateurs de la communauté des avocats sur les réseaux. Et je crois que effectivement, c'est important que vous ayez aussi accepté d'être présent parmi nous ce soir, même si nous nous croisons ponctuellement dans des réunions que nous faisons avec un certain nombre de tweeters. Le secret est l'affaire de tous. Posez vos questions, réagissez, proposez. Voilà, nous sommes là pour ça. Tout est acceptable. C'est le débat. C'est le débat que nous devons entamer ce soir. Et la première des questions qui me vient, il y en a beaucoup et on les fait passer au fur et à mesure. Mais je vais commencer par celle-là et dans l'ordre que vous voulez, madame, messieurs. Un confrère nous demande pourquoi nous nous réveillons aujourd'hui seulement sur le secret. Je crois avoir un peu répondu partiellement à la question, mais si les uns et les autres veulent en parler, c'est très bien. Après, on passera aux autres questions. Voilà. Laurence, peut-être ? Oui, je peux en effet répondre à la question. En réalité, ça n'est pas un réveil tardif, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président. Si en effet on n'était pas demandeur de cette loi, par contre, on s'est immédiatement mobilisé dès lors qu'il y a eu une fenêtre législative pour nous permettre de réaffirmer ce qu'était l'unité de ce secret professionnel auquel la profession est attachée. D'ailleurs, le Conseil national des barreaux avait déjà fait des rapports avant même ce projet de loi pour réaffirmer à la fois l'importance de la protection de ce secret, l'unité de ce secret qui ne distingue ni le conseil ni la défense, parce qu'on le sait, ce secret, c'est un secret de la confidence du client et non pas un secret de l'avocat et pour l'avocat. Et ce secret de la confidence, il commence dès l'entrée dans le cabinet lorsque l'on recueille les confidences du client. Et il est très difficile de distinguer dans ces confidences ce qui est du conseil et ce qui serait de la défense. Et comme vous l'avez rappelé, c'est en réalité une jurisprudence des juges et de la Cour de cassation, et je crois que mon confrère Avocaillon pourra peut-être le préciser dans les décisions de justice, mais c'est la jurisprudence qui a fait le distinguo. Et donc, on a immédiatement réagi quand il a été possible par la fenêtre législative de rétablir l'intégralité du secret professionnel dans le cadre de ce projet de loi confiance. Et je crois qu'on n'a vraiment pas lâché là-dessus. On a en effet mobilisé toutes les forces possibles, toutes les propositions d'amendements que l'on pouvait suggérer pour rétablir en réalité l'unité du Conseil, le protéger et le prévoir dans la loi, dans les formes qui étaient celles de la loi de 71 et donc de l'inscrire dans le code de procédure pénale. Donc il n'y a pas de réaction tardive, mais il y avait la nécessité d'avoir une fenêtre législative. Depuis, on se bat pour cette unité du secret professionnel. Peut-être je laisse peut-être la parole à Avocaillon, si vous voulez préciser au niveau de la jurisprudence ce qu'il en était de cette réaction de la profession.
Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président, et merci de votre invitation. J'ai répondu avec plaisir. J'avais simplement demandé à vos services de retirer le qualificatif d'influenceur qui avait été ajouté à côté de mon pseudonyme. Alors, sur le secret professionnel, je vais être très clair, au risque de m'attirer des foudres de confrères. Mais je veux être objectif. Je ne pense pas que jusqu'à présent, dans mes échanges sur les réseaux sociaux, j'ai montré des tweets particulièrement favorables au gouvernement ou au pouvoir en place. Sur cette question-là, je vous dirais qu'il y a un mois, je n'y connaissais strictement rien, si ce n'est l'article 66.5 de la loi du 31 décembre 71, comme l'a dit Laurence Roque, qui définit le secret professionnel, un article d'ailleurs qui va avoir 50 ans le 31 décembre. Et dans mon esprit, le secret professionnel était unique, on ne pouvait pas le scinder. Et quand j'ai vu le texte, le fameux texte de la commission mixte paritaire et le projet de loi distinguant le secret professionnel du conseil du secret professionnel de la défense, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette distinction? Et c'est là où, en faisant les recherches, je me suis aperçu que cette distinction ne venait pas ni des parlementaires ni du garde des Sceaux, mais venait très précisément de la jurisprudence de la Chambre criminelle, avec deux arrêts qui sont d'importance, mais qui, pour moi, à l'époque, je n'avais pas vu le danger de ces arrêts, notamment le premier arrêt du 22 mars 2016, numéro 15 83 205. Je donne les références, nos confrères pourront aller vérifier parce que l'arrêt est très clair. Donc ça, c'est un premier arrêt de la Chambre criminelle, 22 mars 2016. Ça concerne l'ancien président de la République. Et il était déjà là un énorme coup de canif dans le secret professionnel, puisque la Chambre criminelle distingue ce qui peut être relevé du secret professionnel protégé du reste. Et elle a autorisé l'enregistrement, la transcription de propos d'un de nos confrères au motif qu'il n'assurait pas la défense de la personne placée sous surveillance, que cette personne n'était ni mise en examen, ni témoin assisté, ni même placée en garde à vue dans le cadre de la procédure en cause. C'est-à-dire qu'on était sur le cadre d'un secret professionnel du conseil et non pas un secret professionnel de la défense. Et ce premier arrêt du 22 mars 2016 a en quelque sorte mis au jour la distinction entre le secret professionnel du conseil non protégé et le secret professionnel de la défense protégé uniquement si le client est en garde à vue ou est poursuivi. Donc, la jurisprudence a considérablement restreint notre secret professionnel. Et le coup de grâce est venu il y a pratiquement un an, 25 novembre 2020, c'est la deuxième référence d'arrêt, et je n'en donnerai pas d'autres, il n'y en a pas d'autres. 25 novembre 2020, Chambre criminelle, numéro 19 84 304. Là, c'est une saisie de documents à la requête de l'administration, la directe, au préjudice d'une société dite au vieux campeur. On appelle ça d'ailleurs l'arrêt au vieux campeur. Et on a saisi des documents qui émanaient d'un confrère. La Cour de cassation a validé cette saisie en indiquant au visa de l'article 66.5, que ces documents ne concernaient pas l'exercice des droits de la défense. Et donc, à partir de là, si la loi permet de protéger de manière complète le secret professionnel, qu'il soit de la défense ou de conseil, moi personnellement, je n'y verrai pas d'inconvénient. Ce que j'ai compris simplement, ce que j'ai déduit des travaux, c'est que là où persisterait l'absence de protection de l'avocat, ça concernerait le secret professionnel du conseil pour les infractions en matière fiscale, de terrorisme, de financement du terrorisme, de corruption
et de trafic d'influence. Mais en dehors de ce cadre-là, le nouveau texte, et en dehors de la mauvaise rédaction de l'article 56.1.2, si on enlève ces deux éléments, le nouveau texte devrait permettre d'aboutir à une situation pour nous beaucoup plus favorable que celle qui était antérieure à la loi. Et là où j'étais absolument stupéfait, c'est que je me suis aperçu en faisant des recherches que actuellement, dans l'état actuel de notre droit, si un client me téléphone parce qu'il a commis une infraction, il veut des conseils, ce qui peut nous arriver, je vais lui donner des conseils. Eh bien là, l'échange que j'aurai avec ce client ne sera pas protégé parce qu'il n'est pas en garde à vue, il n'est pas poursuivi, je ne suis pas dans le cadre de la défense du secret professionnel de la défense, mais du secret professionnel du conseil, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, et ces échanges ne sont pas protégés. Dans le cas des nouveaux textes, ils le seront. Donc je pense qu'il faut continuer à se battre sur la défense du secret professionnel du conseil dans sa globalité, mais je veux malgré tout, moi, la lecture que j'ai faite des nouveaux textes, ils m'apparaissent actuellement plus protecteurs que la situation actuelle qui résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation. Et j'en terminerai sur le fait que ce sont les magistrats, par la jurisprudence de 2016 et de 2020, qui ont interprété, alors de manière assez critiquable, mais c'est la Cour de cassation, donc on ne peut qu'en prendre acte, qui a scindé notre secret professionnel que moi je pensais unique, et ce sont à nouveau nos amis magistrats qui sont intervenus dans le cadre des travaux du Sénat, et là vous pouvez, tout est en ligne, et vous avez notamment le rapport de la commission des lois du Sénat qui est extrêmement éclairant sur les interventions des magistrats, ou des associations de magistrats, qui sont venus dire aux sénateurs, attention, il faut absolument modifier le texte qui a été adopté par l'Assemblée nationale, ça n'est pas admissible, vous allez placer les avocats français dans une situation privilégiée en Europe. On retrouve les termes dans les travaux du Sénat. Et ce sont ces magistrats qui sont intervenus, et au point que les sénateurs ont ensuite ont adopté une position extrêmement restrictive sur le texte, et nous en sommes là aujourd'hui. Donc, malgré tout, si le texte est modifié, notamment l'article 56.1.2, parce qu'il y a un problème de rédaction, s'il est modifié pour ne limiter l'inopposabilité du secret professionnel du conseil qu'aux infractions fiscales et trafic d'influence et corruption, la situation nouvelle en matière de secret professionnel sera plus favorable qu'elle ne l'est actuellement. Alors voilà le diagnostic que j'en fais aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président, de nous accueillir. Merci infiniment aussi des efforts que vous avez déployés depuis ce funeste 21 octobre. Je sais qu'il y a énormément d'échanges pour essayer de maintenir ce secret qui appartient avant tout aux citoyens et dont nous sommes les dépositaires. Je rejoins ce qui a été dit par mon confrère avocat Lyon sur le fait qu'il y a un principe d'unicité du secret qui est rappelé et qui est inséré dans le code de procédure pénale. Il faut le saluer, puisque ça permettrait en théorie, effectivement, de corriger ce que cet effet de ciseau des décisions de 2016 et de 2020 ont provoqué, en créant au demeurant une fragmentation dans notre profession, c'est même plus une fragmentation entre les avocats pénalistes et les avocats ceux qui font du conseil. C'est non seulement les pénalistes, mais c'est ceux qui interviennent après que des actes coercitifs aient été mis en œuvre. Et quand on sait la longueur des enquêtes préliminaires, la longueur des enquêtes pendant lesquelles quelqu'un peut faire l'objet d'enquête, le savoir, ne pas avoir encore été soumis à un acte coercitif, vouloir en parler librement avec son conseil, mais que le contenu de ces échanges puisse être capté, ça pose un véritable sujet. Néanmoins, là où il y a un vrai problème, c'est que même si le principe d'unicité est rappelé, les conditions offertes aux services d'enquête
à travers 56.1.2, alinéa 1 et 2, pour pouvoir capter un contenu qui est normalement couvert par le secret, sont tellement larges qu'en réalité, ce principe d'unicité, je ne vois pas vraiment comment est-ce qu'il peut être maintenu. Là où, en revanche, j'ai une précision à apporter par rapport à ce que notre confrère et ami avocat Lyon disait, c'est que des signaux faibles sur les menaces sur notre secret remontent à une date bien antérieure à 2016. On se désintéresse souvent, parce qu'on pense que c'est un espace dans lequel seulement des droits de nature économique sont traités, à la jurisprudence de la Cour de justice européenne. Je ne parle pas de la CEDH, je parle de la Cour de justice. C'est beaucoup des décisions qui vont avoir un impact sur nos libertés publiques sont prises là, pas seulement à la CEDH. En 2010, dans une décision que nous connaissons tous, qui est la décision AkzoNobel, dont nous avons capté le substrat le plus important sur la notion d'indépendance du Conseil. Je vous rappelle que l'attendu et l'appréciation de la Cour, on est en 2010, hein. On n'est pas en 2016. À supposer même qu'on ait eu un coup de semonce en 2016, on aurait pu commencer à réfléchir très sérieusement à cette entaille dans notre profession dès 2016, sans attendre le 21 octobre 2021. Mais il n'en demeure pas moins que. Appréciation de la Cour, je vous impose une lecture très brève, hein, des attendus 40 et 41 de la décision AkzoNobel de 2010. Appréciation de la Cour, il y a lieu de rappeler que dans l'arrêt AMS Europe Commission précité, la Cour compte tenu des critères communs et des conditions similaires existant à l'époque dans les droits internes des États membres, a jugé, au point 21 de cet arrêt, que la confidentialité des communications entre avocats et clients devait faire l'objet d'une protection au niveau de la communauté européenne. La Cour y a toutefois précisé que le bénéfice de cette protection était subordonné à 2 conditions cumulatives. À cet égard, la Cour a souligné que d'une part, l'échange avec l'avocat doit être lié à l'exercice des droits de la défense, et d'autre part, il doit s'agir d'un échange émanant d'avocats indépendants. Ça veut bien dire que l'intégration de la notion d'exercice des droits de la défense comme corollaire au secret est d'ores et déjà dans les tuyaux depuis 2010. C'est-à-dire que cette menace rampe. Et lorsque la Cour de cassation, la Chambre criminelle, cristallise cela dans la décision Paul Bismuth de 2016, elle est en train tout simplement d'attraire dans notre orbite juridictionnelle interne quelque chose que la CJUE l'a déjà invité à faire. Donc, ça veut dire que les vagues qui vont consister à porter atteinte à notre secret sont anciennes, mais elles sont régulières et elles continueront. C'est pour ça que le combat que nous sommes en train de mener est absolument essentiel. Parce que si on commence à nous mettre une perfusion, on va tranquillement découper en tranches ce secret et on va recréer une division entre eux. C'est-à-dire qu'on va créer d'un côté les avocats de la scène, ceux qui vont plaider devant les juridictions criminelles, et puis tous les autres. Et toute l'activité de conseil et tout le formidable potentiel de notre profession sur le plan économique sera aussi menacé. Parce que derrière toutes ces questions, il y a aussi une question de la protection d'une activité absolument essentielle à notre profession, qui est celle de l'activité de conseil. C'est 2/3 des bénéfices de notre profession. Donc sur ce point-là, pour poser un peu les enjeux, il faut savoir qu'il y a une menace qui vient de loin, qui est plus ancienne, qui est porteuse de menaces de nature économique et d'unité de notre profession. Et je pense que c'est très important qu'à l'occasion de ces échanges, on puisse se réunir et créer une plateforme harmonieuse et très déterminée sur ces questions. Alors, je voudrais aussi préciser que dans nos débats, tous nos débats sur la question ne concernent pas la protection de l'avocat auteur d'infraction. Je pense qu'il faut qu'on le répète, qu'on soit très clair là-dessus. L'avocat auteur de l'infraction, il est justiciable des juridictions pénales et de la juridiction disciplinaire. Le secret professionnel, c'est pour permettre à l'avocat de pouvoir exercer son métier, comme le secret médical permet au médecin de pouvoir exercer son métier. Sachant que nous devons aussi protéger le secret professionnel dans les deux sens. C'est-à-dire que nous devons aussi être vigilants sur les atteintes au secret professionnel par les confrères eux-mêmes. Nous devons là aussi renforcer le fait que nous devons le respecter systématiquement. Combien de fois il nous arrive d'avoir des échanges où le confrère va communiquer une pièce qui est couverte par le secret professionnel. Donc, là aussi, ce qui était impensable il y a quelques années, malheureusement, a tendance parfois à se réitérer. Donc, je voulais simplement apporter ces 2 précisions, et notamment le fait qu'on n'est pas là pour essayer de protéger notre profession de la commission d'infraction. C'est simplement pouvoir travailler de manière sereine, parce qu'on ne peut pas travailler sereinement si nos échanges avec le client ne sont pas confidentiels.
Voilà ce que je voulais simplement ajouter. Je rebondis. Alors, le débat est un peu technique. S'il y a des confrères le suivront, pardon s'il y a du public un peu moins averti, mais on va répondre aux questions de principe sur la question du secret, parce qu'on a manifestement des citoyens, je veux dire, qui ne sont pas forcément avocats, qui posent la question de l'utilité du secret. Mais je voudrais, dans la mesure où on a commencé entre nous un débat un peu technique et jurisprudentiel, question qui est intéressante via Twitter de Bernard Lamont, peut-être pour Laurence Roch, et qui rebondit sur ce qui vient d'être dit par Camille Herry. On est mort sur le premier alinéa, ce n'est que l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la CJUE, Asco Nobel, c'est ce que vous venez de dire. Ne faut-il pas concentrer nos efforts sur le deuxième alinéa qui détruit tout le secret professionnel? Laurence. Votre micro est coupé. C'est bon, voilà, là c'est bon. Oui, pour répondre et rebondir sur ce que disait Camille Herry, d'abord, je trouve que finalement, et ça répondra aussi à la question de on est mort sur le 1, donc concentrons-nous sur le 2, je trouve que ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en réalité, la limite entre conseil et défense est extrêmement ténue. Et en réalité, c'est ignorer ce qu'est l'exercice professionnel, mais aussi ce qu'est la confidence du client, que de croire qu'en réalité, il y aurait une étanchéité entre l'activité de conseil et l'activité de la défense. Et d'ailleurs, si en effet la Cour de justice essaye de limiter les confidences dans le cadre des droits de la défense, la Cour européenne des droits de l'homme est plus protectrice et finalement, elle se situe sur le respect des confidences d'un client qui va de la consultation à la défense se confier à l'égard de son avocat, et parce qu'il ne peut y avoir de confiance que si la confidence reste secrète, alors elle ne peut pas être tronçonnée. Et quand on nous dit il faut se concentrer sur la suppression du 2, c'est-à-dire la suppression du 2, je voudrais juste quand même être clair sur l'alinéa 2. L'alinéa 2 donc, de l'article 56, c'est en quelque sorte de prévoir qu'en toute matière, c'est la différence avec l'alinéa 1, où l'alinéa 1, c'est en matière de, vous l'avez rappelé, blanchiment, fraude fiscale ou autre, et d'ailleurs aussi terrorisme. En toute matière, le secret professionnel du conseil, finalement, tomberait dès lors que l'avocat ferait l'objet de manœuvres ou actions afin de permettre de façon non intentionnelle la commission ou la poursuite, la dissémination d'une infraction. On a bien compris que là, outre le fait que cette rédaction était beaucoup trop large, qu'elle était extrêmement imprécise, mais qu'en plus elle ouvrait la boîte de Pandore, puisque tous les cabinets pourraient être finalement tout simplement saisis dès lors que le caractère non intentionnel, la preuve est compliquée, que en outre c'est ce qu'on appelle en quelque sorte une complicité passive de l'avocat. Donc, on comprend bien qu'à partir de là, ce serait très facile pour n'importe quel juge de venir saisir dans le cabinet. Et je veux juste qu'on comprenne en termes d'exemple ce que serait finalement cette limite très tenue entre l'activité de conseil et l'activité de défense. Je vais faire très simple. J'ai quelqu'un qui vient me voir pour être conseillé en matière, par exemple, de recours à la gestation pour autrui, laquelle est interdite en France, mais autorisée dans un pays étranger. Je donne un conseil. Je ne suis pas dans de la défense, je donne un conseil. Dans ce cadre-là, imaginons qu'ensuite, la personne ait recours à une gestation pour autrui, par exemple en France, qui est interdite. Je pourrais voir mon cabinet perquisitionné. Même chose si en matière de droit des étrangers, je donne un conseil par rapport à un droit au séjour dans le cadre d'un mariage. La personne serait poursuivie dans le cadre d'un mariage blanc, j'aurais donné un conseil, mon cabinet pourrait être saisi. Voilà où on en est sur le caractère très tenu entre le conseil et la défense, et du fait qu'on ne peut pas tronçonner et considérer. Pour moi, je préfère le secret de la confidence. Et la confidence, elle commence dès le fait qu'on passe la porte de l'avocat. Alors, pourquoi on dit, oui, pas la peine de s'arc-bouter sur le 1, concentrons-nous sur le 2. D'abord, je voudrais dire une chose. En ce qui nous concerne, la profession, et ça rebondit sur ce que venait de dire Camille Herry, il n'est pas question de commencer à dire on va accepter des exceptions qui seraient acceptables parce que l'objet de ces exceptions serait des délits dont on considère que la société doit les accepter. Il n'est pas question pour nous de dire on est pour la fraude fiscale, il est question de dire pour lutter contre la fraude fiscale, le moyen n'est pas d'aller chercher les pièces chez
dans le cabinet d'avocats et d'aller finalement ici pallier les défauts de moyens des enquêteurs ou par exemple une législation qui faciliterait la fraude fiscale. Parce que dans le cadre de l'ouverture de cette finalement brèche, on va accepter une atteinte au secret en général. Et enfin, se concentrer sur l'alinéa 2, c'est un peu le chiffon rouge qu'on nous agite, l'alinéa 2. Parce qu'évidemment, l'alinéa 2, tout le monde est d'accord pour considérer qu'il est inacceptable. Et je pense même qu'il est inconstitutionnel, par le fait qu'il est contraire à une prévisibilité de la loi et qu'il est en plus totalement disproportionné. Donc j'ai envie de dire que c'est tout à notre honneur de se battre aussi sur le 1. Sur le 1, par rapport à ce que les contre-propositions qu'on avait faites dans un cadre contraint qui nous était imposé par la CMP, qui était de dire le rétablissement du bâtonnier et évidemment les termes sciemment et des pièces détenues par l'avocat. Et moi, je crois que maintenant, il faut renvoyer le législateur à ses responsabilités. Là, on est en train de nous dire à vous de combattre. Le combat, on le mène, on l'a mené. Moi, je pense que c'est au législateur de prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, la CMP, on le sait, la balle est dans le camp, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, vous avez raison, la balle est dans le camp à la fois du législateur et du gouvernement. Et donc, dans le cadre de cette CMP, cet alinéa 2 est apparu. Je rappelle qu'il n'était pas dans la proposition des sénateurs. Donc, aujourd'hui, le gouvernement a les moyens de retirer cet alinéa 2 dans le cadre de l'article 45 de la Constitution qui le lui permet. Alors, je sais bien que les CMP, c'est très rare qu'on revienne sur des CMP conclusives parce que ça pose un problème de démocratie législative, mais on l'a bien fait pour le pass sanitaire. Il me semble que pour le secret professionnel, qui est un fondement de la démocratie, et pourquoi c'est un fondement de la démocratie? Parce que c'est un fondement de la confiance du citoyen, et le projet de loi porte quand même le mot confiance, de la confiance du citoyen dans ses institutions et y compris dans les instituts, enfin, comment dire, dans le rapport qu'il peut avoir à la justice. Et nous sommes un maillon indispensable de ce rapport d'indépendance et de confiance dans la justice. Je ne sais pas si d'aucuns veulent rebondir ou s'il y a d'autres questions. Alors qu'il y ait un problème sur le 2 du 56.1.2, je pense que tout le monde est d'accord, y compris au niveau du gouvernement et des parlementaires, parce que le 2 est mal rédigé et effectivement, comme vous l'avez dit, il est d'application générale. Ça veut dire que demain, avec le 2, un juge d'instruction peut venir sonner à mon cabinet à 6 heures du matin pour faire une perquisition dans un dossier de stup, il le peut. Et donc, je pense que cette difficulté-là a été admise par les rédacteurs du texte et que donc le 2 devrait, à mon avis, être sensiblement modifié ou rattaché au 1, voire supprimé parce qu'il n'est pas applicable. Et on resterait à ce moment-là sur le secret professionnel du conseil. Donc le seul secret qui serait inopposable serait le secret professionnel du conseil en matière fiscale, terrorisme, corruption et trafic d'influence ou blanchiment. Voilà ce qu'il en resterait de l'article 56.1.2. Dans tous les autres cas, le secret professionnel serait protégé et d'ailleurs, notamment sur l'exemple que vous donniez, qui peut nous atteindre d'ailleurs aujourd'hui dans beaucoup de domaines, c'est lorsque le client vient nous demander des conseils alors qu'il n'est pas poursuivi, qu'il n'est pas en garde à vue, puisque c'est la définition des droits de la défense, et là, la Cour de cassation est assez restrictive, puisqu'elle considère qu'il faut qu'il y ait une garde à vue ou que la personne soit mise en examen ou témoin assisté, ou qu'elle fasse l'objet de poursuites. Donc, en dehors de ces cadres-là, on serait dans la défense, le secret professionnel de la défense, et non pas du conseil, pardon, et non pas de la défense. Et donc, aujourd'hui, un client qui a commis une infraction ou qui pense avoir commis une infraction, qui nous appelle, à qui nous envoyons un mail pour lui donner un avis, eh bien, tous ces échanges-là aujourd'hui ne sont pas protégés du fait de cette jurisprudence de la Cour de cassation, et comme le disait Camille Herry, jurisprudence qui remonte aussi un peu plus loin dans le temps. Donc, je pense qu'il faut absolument qu'on se batte
sur la modification de 56.1.2, mais surtout sur déjà le 2, si le point 2 était maintenu, ce serait la fin du secret professionnel de l'avocat. Mais je pense que je vais avoir bon espoir de considérer que ce point 2 est considéré comme posant difficulté. Je veux essayer de rassurer quand même les confrères qui nous écoutent. J'ai élargi un peu le débat, y compris pour les avocats et les non-avocats, pour poser une question qui revient en disant mais finalement, quel est le rôle du bâtonnier lorsqu'il y a une perquisition en matière de secret professionnel? Quelle que soit la situation, exception ou dernier alinéa, le rôle du bâtonnier, quel est-il et à quoi sert-il? Et peut-être, Laurence, d'ailleurs, dire à quel moment le bâtonnier intervient dans la saisie par exemple, d'une consultation ou d'acte. Est-ce que c'est que dans le cabinet de l'avocat? Est-ce que c'est aussi chez le client? Je crois qu'il faut aussi clarifier un certain nombre de choses parce que, y compris les avocats, n'ont pas forcément en tête la notion de protection du secret, du rôle du bâtonnier et comment les choses se passent. Ou Camille ou Laurence. Vas-y, Laurence. Laurence. Oui, alors justement, ça fait le lien avec l'alinéa 1, puisque dans l'alinéa 1, je rappelle que, en tout cas tel que le texte est issu de la commission mixte paritaire, il n'y a pas de présence du bâtonnier. Et donc, vous faites bien, donc indépendamment de cette difficulté qui est la dichotomie entre conseil et défense et ne réserver le secret professionnel du conseil que sauf lorsqu'il y aurait des infractions qui mériteraient, elles, finalement, de laisser tomber le secret du conseil, il y a en plus l'absence du bâtonnier. Or, quelle est l'importance du bâtonnier? C'est le bâtonnier rappelle en fait que le cabinet d'avocats n'est pas un domicile comme un autre, n'est pas un lieu comme un autre. C'est un lieu qui est protégé parce que nous y recueillons un certain nombre de documents dont nous sommes dépositaires, mais aussi de consultation et de confidence du client. C'est exactement comme s'agissant d'un cabinet médical qui serait lui-même, en quelque sorte, dépositaire, et je suis sûre que les internautes peuvent comprendre ce que je dis, compte tenu aujourd'hui des discussions sur le pass sanitaire ou des discussions, par exemple, sur les données que peuvent donner un certain nombre, par exemple, auxquelles peuvent avoir accès les établissements scolaires. Ça veut dire que là, encore une fois, le bâtonnier protège un lieu et surveille un lieu qui est lui-même un lieu particulier. Alors, ce que je veux dire, c'est que souvent les avocats sont très démunis et ne savent pas qu'en réalité, le bâtonnier va pouvoir là surveiller le respect de l'atteinte éventuelle au secret professionnel et de ce qui peut être saisi ou pas saisi. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a une perquisition dans un cabinet d'avocats, le bâtonnier doit être présent pour pouvoir surveiller qu'en réalité, les magistrats n'en profitent pas pour se servir dans le cabinet d'avocats, soit de pièces qui n'ont rien à voir avec le dossier, soit tout simplement, je vais vous donner un exemple très simple d'il y a quelques années. Il y a quelques années, un de nos confrères qui fait beaucoup de droit de l'environnement et qui bataille contre d'ailleurs des compagnies importantes s'agissant de l'enfouissement des déchets, s'est retrouvé un matin chez lui à son domicile alors qu'il détenait son ordinateur, parce qu'attention, la perquisition des cabinets aujourd'hui est compliquée par le fait que toutes nos données sont aujourd'hui dans les ordinateurs et plus comme avant, les dossiers étaient physiques dans les cabinets. Il s'est retrouvé finalement avec une perquisition. Le juge a pris tout simplement l'ordinateur purement et simplement, sans d'ailleurs attendre la venue du bâtonnier, et ainsi il prenait tous les documents du confrère, allant finalement à la pêche de ces documents, sans même attendre, qu'un informaticien soit là et que le bâtonnier puisse veiller à ce que finalement, seules les pièces qui auraient un lien avec un début de commission d'infraction puissent être saisies. D'où l'importance du bâtonnier. Par ailleurs, le bâtonnier va pouvoir ensuite contester les perquisitions devant le JLD et avec une voie de recours. Et ça, c'est extrêmement important qu'il ne puisse pas y avoir un caractère totalement discrétionnaire de la saisie des pièces. Parce que, comme vous l'avez compris, la fragilité vient d'où? Une fois qu'on les a lues,
Une fois qu'on les a vus, c'est un peu comme les écoutes téléphoniques. Ce serait mieux de ne pas les écouter plutôt que de les écouter et de faire semblant ensuite de ne pas pouvoir les produire ou de devoir les effacer. Et donc, on voit bien là la difficulté. Donc, il faut en effet que le bâtonnier soit présent. Et sur cet alinéa 1, je le dis, le bâtonnier n'est pas prévu formellement dans le texte. C'est aussi une des grandes difficultés. Et est-ce que, sur le rôle du bâtonnier, peut-être précisé, ou Camille, parce que quelle est la fonction? Je veux dire, alors je le dis moi, la difficulté, il faut savoir, c'est que le bâtonnier n'a pas la possibilité d'écarter ou pas une pièce. Je crois qu'il faut redire comment les choses se passent aux confrères, enfin en tout cas moi, c'est l'expérience que j'ai eue lorsque j'étais bâtonnier, j'ai dû subir ou en tout cas être présent lors de perquisitions. C'est que le magistrat de nos bâtonniers, pour aller clair, simplement, on va dire un document, je ne sais plus quelle est la qualification juridique du document, qu'il lui reprend immédiatement. C'est-à-dire il expose les raisons pour lesquelles il vient perquisitionner. Et le simple rôle du bâtonnier est de considérer au fur et à mesure que des actes, que des consultations ou des documents sont saisis, s'il constate qu'il y a un lien, mais au moins apparent, entre le document que veut récupérer le magistrat et l'ordonnance, en tout cas la motivation de la perquisition. Et donc, c'est un rôle protecteur du secret professionnel dans son ensemble. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous de réaffirmer le rôle du bâtonnier, parce qu'il n'a pas vocation à obtenir a priori l'exclusion d'une saisie. Il a vocation à demander au magistrat de saisir le juge des libertés et de la détention de l'examen de la situation par rapport aux nécessités de l'enquête. Et donc c'est un rôle très protecteur, justement, non pas de l'avocat lui-même, mais du secret. Et ce qui est important de dire et redire ici, c'est que, parce qu'il y a une question, est-ce que vos revendications sont pas corporatistes? Le bâtonnier ne vient pas défendre l'avocat en cours d'une perquisition. Le bâtonnier ne vient pas défendre la victime. Le bâtonnier ne vient pas défendre l'auteur de l'infraction. Le bâtonnier vient défendre le secret professionnel parce que la jurisprudence, notamment européenne, estime qu'il doit y avoir dans ce type de situation, parce qu'on touche dans un lieu qui n'est pas un sanctuaire, mais qui est un lieu où sont conservées les confidences, comme dit Laurence, des uns et des autres par support notamment écrit, la jurisprudence estime qu'il doit y avoir un regard extérieur. Et donc, l'office du bâtonnier, comme on parle de l'office du juge, moi j'ai vocation à parler de l'office du bâtonnier en cours de perquisition. Et c'est un vrai office qui dépasse sa personne, qui dépasse le défenseur, et le bâtonnier en l'occurrence n'est pas avocat. Le bâtonnier est aussi par ailleurs un avocat, mais il bénéficie de la protection des avocats, mais il est d'abord celui qui officie dans la protection du citoyen qui a besoin que son secret soit préservé. Et c'est au magistrat, parce qu'il y a aussi cette question qui est posée, qui est le juge du secret professionnel. Mais le juge du secret professionnel, ce n'est pas le bâtonnier, c'est le magistrat qui est saisi effectivement de la situation. Alors, dans le projet de loi, pour être clair, dans les dispositions de l'article 56 du Code de procédure pénale, c'est toute l'ambiguïté de ce texte qu'on a pu dénoncer, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'affirmation du principe du secret professionnel qui serait garanti, mais cette notion d'opposabilité qui nous pose difficulté, qui est une notion civile, et sur le rôle du bâtonnier, pourquoi on demande aussi qu'il soit réintégré explicitement dans le texte, même si on nous dit qu'en termes de légistique, ça ne serait pas nécessaire, parce que ce n'est pas l'avocat qui bénéficie du secret professionnel en soi, c'est pas plus le bâtonnier, c'est le secret qui doit être protégé, et seul le bâtonnier peut contester la saisie du document. C'est pas l'avocat, c'est le bâtonnier, et c'est au magistrat de saisir le juge de liberté. Donc la nécessité de rappeler la présence du bâtonnier, de son rôle, de son office, c'est pas simplement de sa présence, c'est celle de son office, et donc c'est pour ça que c'est un ensemble, et que le dernier alinéa encore plus que les autres, nous terrifie, parce que finalement, c'est tellement un spectre large de toutes possibilités qu'on ne sait plus, et on a la peur que ça exclue aussi la présence du bâtonnier dans la situation dans laquelle se placerait le magistrat, à savoir l'avocat instrumentalisé, parce qu'on dit, et c'est la position notamment de Vincent Nioré, mais si ce n'est pas opposable, ça ne peut pas être garanti. Et cette distinction de garantie et d'opposabilité
peut nous poser question. Camille, tu voulais réagir sur ça? Non, non, absolument. Je vous rejoins toutes et tous sur ce point. Tel qu'il est rédigé, même le premier alinéa est compliqué, parce que la non-opposabilité, on ne sait pas exactement comment elle est structurée, on ne sait pas exactement quelle est la part contributive de l'avocat, puisque c'est aujourd'hui le critère, et personne ne conteste le fait que si l'avocat est objectivement un complice d'une infraction, le secret professionnel, c'est pas un pavillon de complaisance. Hein. C'est pas quelque chose derrière lequel on peut faire des turpitudes. En revanche, ce sur quoi je voudrais, pardon, de revenir à, parce que la terminologie est importante. Il n'y a pas que la confidence, hein. Il y a la réflexion aussi. Nous sommes les dépositaires de matériaux, le droit, qui sont extraordinairement complexes. Il y a des modifications jurisprudentielles, réglementaires, permanentes. Et il est normal que nous revisitions avec nos clients, à l'occasion de modifications législatives, des perspectives, des situations, que ce soit sur le plan fiscal, en matière de droit de la concurrence, en matière de droit pénal aussi, de responsabilité, face à une régulation qui est tout le temps changeante. Pour mener une réflexion apaisée, on a besoin d'être protégé, de pouvoir échanger, de dire « qu'est-ce que tu en penses ?» J'ai peut-être un doute sur l'application de cette norme à la situation actuelle qui jusqu'ici était autorisée, mais que cette nouvelle interprétation de la loi ou cette nouvelle disposition pourrait éventuellement fragiliser. Et ça, c'est une réflexion. On a besoin de pouvoir réfléchir de manière sereine. Ça ne fait pas de nous des complices. Se poser des questions sur l'application d'une norme, c'est le travail du juriste. Donc si en fait maintenant, la simple expression d'une réflexion, l'évocation d'un risque dans une entreprise, dans une relation entre personnes physiques ou entre personnes morales, constitue un indice de participation à ce qui serait a posteriori, ex post facto, considéré comme étant une infraction, et qui faciliterait du coup la captation de ces informations, alors plus personne ne va oser réfléchir. Plus personne ne va oser évoquer le fruit de ces réflexions, les partager, protégés par le secret, qui est un espace aussi de réflexion, de confidence bien sûr, mais aussi un espace de réflexion. On a besoin de la confidentialité pour pouvoir réfléchir à comprendre. Et ce point-là est très important, parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de perquisitions en matière financière, on va perquisitionner les consultations des cabinets d'avocats en expliquant, vous voyez, vous aviez des doutes sur cette situation, c'est donc que vous connaissiez le caractère répréhensible de votre comportement. Là, le sujet, il n'y a pas une perquisition dans une entreprise aujourd'hui où les services d'enquête n'aillent pas perquisitionner le bureau des directeurs juridiques. Il n'y en a pas une. C'est un sanctuaire. Ils vont perquisitionner les bureaux du comité d'audit, du comité des risques, et ils vont perquisitionner également les bureaux des directeurs juridiques. Parce qu'il y a toute une série de réflexions qui ont été menées souvent avec les avocats, qui y sont encapsulés. Et le fait de les récupérer et de les connecter à ce qui semble être une infraction leur offre une possibilité non seulement de faire avancer optiquement, je dis bien optiquement, leur enquête, et ensuite de retourner ces éléments de réflexion contre nos clients. Donc c'est pour ça que l'unicité de ce secret et le fait de l'associer à une production intellectuelle légitime face à un droit qui est éminemment complexe, c'est aussi une justification du maintien de ce secret. Si nous voulons qu'il y ait une culture de la conformité, si nous voulons réfléchir à un certain nombre de normes, en mesurer la pertinence, la solidité et l'applicabilité, il faut qu'on puisse discuter de manière sereine. Pas parce qu'on est en train de cacher un crime ou d'en préparer un, mais parce que tout simplement on a le droit d'exprimer des doutes. On a le droit d'exprimer des doutes en toutes circonstances. Et le doute, ce n'est pas la participation à une infraction. Ce n'est pas la participation à une infraction. C'est pour ça que cette question du secret est absolument essentielle. Et alors ce premier, que notre camarade Bernard Lamont a mentionné tout à l'heure dans sa question, est aussi problématique. Et Laurence a raison. Ce premier est aussi, pardonne-moi, il est aussi problématique. Sous couvert alors d'une légère extension territoriale hein, sur un certain nombre d'infractions à la probité, etc., il reste dans la deuxième partie de sa rédaction extraordinairement vague sur l'établissement de la preuve. Je ne sais pas à quel moment on établira la preuve, est-ce que c'est au moment du procès, mais toute la collecte d'informations aura été faite d'ici là. Est-ce qu'il faut établir la preuve au moment de la saisine des documents? Le texte ne le dit pas. Il y a une imprécision même. On n'est plus dans des indices, on est dans des preuves. Donc il y a un problème de rédaction, et par ailleurs, il y a un problème d'attractivité de notre filière juridique dans son ensemble. Notre filière juridique dans son ensemble ne sera pas aussi sereine dans son activité avec un texte comme celui-ci. Alors, j'aimerais rebondir sur les questions que j'essaie de synthétiser. Il y en a une à laquelle, parce qu'on a évoqué le... Le son a été coupé. Oui, on ne vous entend plus.
Vous m'entendez à nouveau? Oui. Merci, c'est pour ça. C'est le mien, pardon. Merci beaucoup. Excuse-moi, Donc, je suis désolé. je pousse un peu la question, je rebondis parce que vous avez évoqué la question des saisies dans les, on va dire, chez nos clients, dans les entreprises. Donc, on a développé la présence du bâtonnier qui est bien clairement que dans le cabinet avocat, mais les services d'enquête veulent aller aussi, et c'est normal pour rechercher l'infraction, peuvent aller aussi au sein des entreprises. Et là, on nous oppose le fait, mais vous venez un peu de l'aborder, mais j'aimerais que vous le développez, qu'on ne peut pas, au motif, et c'est ce qu'a d'ailleurs, ce que vous évoquez à Vocaillon, la position d'association de magistrats, y compris devant leur audition dans les commissions des lois, on peut pas, au motif qu'un document émanerait d'une réflexion d'un avocat, que l'avocat lui, en tout cas que celui qui est visé par la perquisition, l'entreprise par exemple qui serait visée par la perquisition, puisse opposer le secret professionnel attaché à l'acte. Et on nous dit pourquoi au motif que ça émanerait d'un avocat, ça serait protégé. Et deuxième question qui a été aussi évoquée, on nous dit pourquoi ce secret-là serait donc plus important en France que dans d'autres pays d'Europe. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Avec une sous-question qui serait: est-ce que vraiment votre démarche n'est pas corporatiste? Donc, situation dans les entreprises. Est-ce qu'il faut attacher au document le secret, et donc il est normal qu'il ne peut pas être forcément toujours opposable, nous disent nos adversaires, et qu'en est-il par rapport effectivement au secret dans d'autres pays, sur l'attractivité de notre système juridique? Alors, je vais pas, je peux dire quelques mots, mais Oui, bien sûr. pas sur ce qui se passe en dehors de notre pays. Je suis pas compétent sur la question, mais je vais vous parler peut-être de ce que nous faisons, je dirais en région, c'est-à-dire dans des cabinets où nous ne faisons pas spécialement d'activité de conseil. Il nous arrive, même dans le cadre d'un cabinet généraliste, il nous arrive, lorsque nous avons des entreprises ou des employeurs comme clients, de donner régulièrement des avis sur la conduite à tenir pour éviter la commission d'une infraction. Je pense notamment à toute la réglementation en matière de sécurité au travail. Et en l'état actuel des textes et de la jurisprudence, et je vous dis, moi, j'ai découvert cette difficulté avec le problème, le débat qui nous anime aujourd'hui. Avec la jurisprudence actuelle, les avis que nous pouvons envoyer à un DRH en matière de droit social, ou à un chef d'entreprise qui a voulu des conseils sur la délégation, une délégation de pouvoir, tous ces documents ne sont pas protégés, puisqu'il n'est pas poursuivi, il n'est pas mis en examen, il n'est pas mis en garde à vue. Donc, nous pouvons avoir des raisons d'avoir des inquiétudes, même a posteriori, sur la situation des avis que nous avons pu donner. Moi, je pense qu'il est absolument indispensable que ce secret professionnel tel qu'il est aujourd'hui soit consolidé. Après, j'ai bien compris, et ça c'était les sénateurs qui agitaient le chiffon rouge en disant: attention, si on accorde le secret professionnel absolu, y compris aux activités de conseil en matière fiscale, vous allez placer les avocats dans une situation privilégiée en Europe. Ça, c'est ce que disaient les sénateurs dans leurs travaux. Ça, j'en ai bien conscience, mais là, malheureusement, je ne pourrais pas me prononcer sur la pratique du secret professionnel en dehors de notre pays. Mais sur notre pratique au quotidien, il nous arrive régulièrement de donner des avis écrits, et je vais même aller au-delà. Nous engageons notre responsabilité civile sur ces consultations écrites qui nous sont demandées par des chefs d'entreprise sur la conduite à tenir pour éviter des infractions. Donc nous sommes amenés à faire des consultations de plusieurs pages, motivées. Et il est évident que si ce document tombe entre les mains d'un enquêteur parce que le client a pris la décision de ne pas respecter le conseil que nous lui avons donné, eh bien l'autorité de poursuite produira ce document en indiquant: monsieur, vous êtes inexcusable, vous étiez averti. Et donc l'avocat, à ce moment-là, fournit
à l'autorité poursuivante la matière pour établir la culpabilité de son client. Et là, véritablement, on a un problème majeur qu'il faut absolument régler parce qu'on ne peut pas travailler si le document que nous envoyons au client est susceptible d'être saisi. Et là aussi, je me permets d'insister sur un point. Nous ne sommes pas là pour dissimuler des infractions. Notre métier, c'est le conseil, c'est la défense, c'est de faire en sorte que notre client ne soit pas poursuivi, ne commette pas d'infraction. Je pense qu'il faut qu'on soit clair à l'égard sur ce point à l'égard du public. Nous ne sommes pas là pour dissimuler des infractions. Nous sommes là pour exercer une mission de conseil et de défense si le client est poursuivi. Mais cette mission de conseil et de défense doit être libre et il ne peut pas y avoir de liberté sans l'exercice du secret professionnel. Voilà ce que je voulais ajouter. Pour répondre peut-être et rebondir sur la question de droit comparé que vous posiez, Monsieur le Président, en fait, c'est plutôt intéressant parce que je pense que ça montre bien combien en France, il y a une véritable, on va dire, j'allais dire, frontière de culture entre les magistrats et les avocats que on ne retrouve pas, par exemple, dans les pays anglo-saxons. On le voit, les magistrats ont quand même du mal avec le secret. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que, à part dans le cadre de la défense, le reste, c'est une obstruction en quelque sorte à une enquête où ce serait finalement un secret incompréhensible. Et vous parliez du côté des entreprises, on devrait répondre, et je suis ce que vient de dire mon confrère Avocaillon, on devrait répondre que c'est la même chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une relation entre l'avocat et le client, c'est couvert par le secret, qu'on le prenne d'un bout ou d'un autre, parce qu'en réalité, c'est la confidentialité et l'échange confidentiel entre un avocat et un client qui demande en quelque sorte, et qui du coup, en demandant à l'avocat de faire son travail, se confie, s'en remet à l'avocat. Ça vient de la même façon pour le secret médical. Ce serait tout aussi choquant que du côté finalement de l'entreprise, on puisse avoir accès à un certain nombre de, pour moi, conseils tout à fait secrets au niveau de la santé d'un salarié, parce qu'on le prendrait du côté de l'entreprise et qu'on ne le prendrait plus du côté du cabinet médical. Sur maintenant, la question des pays étrangers. C'est extrêmement intéressant parce que dans les pays étrangers, si par exemple on parle des pays de common law, eh bien en réalité, ça n'est pas le magistrat qui peut faire lever le secret ou aller regarder finalement la consultation, c'est en réalité quelqu'un qui est complètement extérieur, qui est souvent d'ailleurs un barrister, donc c'est-à-dire un juriste et non pas un magistrat, qui n'est pas du coup parti à l'enquête et qui va lui pouvoir en fait faire le tri en quelque sorte, regarder les documents qui sont couverts par ce qu'on appelle le legal privilege. Donc la culture du secret, la culture de la confidence entre le client et l'avocat est bien plus comprise. Mais il faut savoir que dans ces pays-là, on va dire que les études font que beaucoup de magistrats sont d'anciens avocats et vice-versa. Il y a donc là aussi un problème véritablement culturel qui n'est pas, j'ai envie de dire, qu'un problème matériel d'enquête. Je veux juste ajouter, effectivement, c'est un point important. On sort un peu du débat, mais ça m'apparaît essentiel. Tous les problèmes viennent de la jurisprudence de la Cour de cassation, jurisprudence peut-être européenne, mais de cassation, des interventions de nos amis magistrats chez les sénateurs, et je pense véritablement qu'il faut que nous arrivions à discuter avec nos amis magistrats pour leur expliquer ce qu'est le secret professionnel. Parce que le secret professionnel est là pour protéger aussi notre client et notre profession. Nous pourrions aussi évoquer la question du secret du délibéré. Le secret du délibéré est fait aussi un effet protecteur. Mais si on veut lever tous les secrets qui existent, parce que c'est la mode, levons le secret du délibéré, de façon à connaître sur une formation collégiale de 3 magistrats
qui a voté pour telle solution et qui a voté, qui a eu un avis dissident. Pourquoi pas? Mais nos amis magistrats diront non, finalement, nous ne préférons pas lever le secret du délibéré. Dans certains pays, les avis de magistrats dissidents sont publiés. En France, non, il y a un secret total du délibéré, parce qu'il y a, et parce qu'on considère que ce secret-là doit être maintenu pour protéger ceux qui ont rendu la justice, pour éviter que un ne soit inquiété, par exemple. Donc, il y a un effet protecteur du secret. Dans le secret médical, c'est la même chose, et c'est la même chose pour le secret professionnel. Mais je pense que nous avons en France, il y a ces relations toujours tendues entre magistrats et avocats. Je pense qu'il faut véritablement que nous arrivions à discuter pour voir ce qui ne va pas, ce qu'on peut nous reprocher à nous. Nous sommes des auxiliaires de justice, nous essayons de faire au mieux notre métier, de façon à voir si véritablement il y a des difficultés entre nous et nos amis magistrats. Parce que ce qui sous-tend de toutes ces difficultés, on a des interventions des magistrats qui sont manifestement dirigées contre nous. Et ça, je ne comprends pas, parce qu'on essaie de faire au mieux notre métier, et je pense que peut-être qu'il faudra être amené à rétablir un dialogue constructif avec nos amis magistrats. Avant de voir, il y a des questions sur les recours potentiels, saisine du Conseil constitutionnel, etc. Mais il y a une question, il y a quelques petites questions plus politiques sur la représentation de la profession et la façon dont nous travaillons. Il y a une question, quelle représentativité le Conseil national des barreaux a-t-il alors qu'on marche sur les pieds de la profession? C'est une question assez récurrente. Et puis, il y a une autre question plus précise, qui est de dire, mais pourquoi vous lancez-vous dans un projet alternatif? Alors, peut-être que Laurence Roch, président de la commission, répondra. Je voudrais dire sur la question de la représentativité de la profession, parce que nous sommes tellement, nous, attachés aux principes démocratiques dans notre profession, dans la délibération. Nous sommes à la fois, on le sait tous, très individualistes, mais nous savons la jouer collective dans la délibération, et on passe beaucoup de temps à discuter et à délibérer. Et parfois, et c'est une vraie souffrance pour nous les élus, en tout cas moi, président du Conseil national des barreaux, c'est que les confrères ont finalement le sentiment, parce qu'on est l'organe de régulation de la profession, que c'est nous qui faisons la loi. Mais hélas, les députés, les sénateurs et le gouvernement, même si ils viennent nous consulter pour savoir ce que nous en pensons, c'est eux qui le décident. C'est jamais, hélas, le Conseil national des barreaux qui fait la réglementation de la profession et qui fait la réglementation du code de procédure pénale, voire du code de procédure civile. On aimerait pouvoir le faire. Je ne suis pas certain d'ailleurs qu'on se mette toujours d'accord. Je le dis simplement parce que c'est des débats entre nous. Mais de fait, c'est pas nous. La responsabilité, et c'est bien ce qu'on dit depuis le début, c'est aux législateurs et au gouvernement de prendre ses responsabilités, et c'est à lui de faire la loi. Et justement, on est un peu dans cette difficulté-là, parce que on nous dit, vous, agissez, dites-nous, etc. Et en même temps, on n'a aucune certitude. C'est qui est assez compliqué. Et sur la question de la proposition, c'est pas du tout ce qu'on a fait. Nous, on est sur une position, et si vous regardez les assemblées générales, et Laurence va le confirmer depuis le début de l'année sur le projet de loi confiance, nous sommes très clairs. Nous avons toujours dit que nous souhaitions l'unicité du Conseil, que nous nous étions félicités de la façon dont l'Assemblée nationale avait intégré la garantie du secret du Conseil et de la défense en article préliminaire du Code de procédure pénale, et que cela nous suffisait. Cela nous suffisait. Donc, derrière, on a un texte, et on dit, quand bien même vous voudriez avancer sur un certain nombre de choses, il y a des choses qui sont totalement, selon nous, mal écrites et intolérables. Et donc, dans cette conversation un peu curieuse avec les pouvoirs publics, parce qu'on nous le demande, nous faisons part de ce qui est vraiment inacceptable et sur la façon dont les choses pourraient être corrigées. Mais Laurence, peut-être tu peux compléter. C'est une tâche difficile, parce que c'est un dialogue où nous ne sommes pas à égalité avec notre partenaire, puisque par définition, c'est lui qui a les atouts et c'est lui qui finira par décider.
Oui, juste pour compléter, parce que c'est vrai que je peux comprendre que chacun se pose la question de savoir finalement où on en est et qu'est-ce que la profession a fait. Comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, je pense que nous, on avait réussi à convaincre d'ailleurs l'Assemblée nationale, qui est quand même composée d'un certain nombre d'anciens avocats, donc qui n'ont pas oublié quel était l'exercice professionnel qui a été le leur, que le secret devait être indivisible et que c'était une bonne occasion de le réaffirmer. Dès lors que la CMP a proposé ce texte dont on vient de vous, je pense, on vient en tout cas de décrire quel était à la fois son caractère complètement illisible et extrêmement dangereux, eh bien, je pense que la profession a continué de faire ce qu'elle devait faire, à savoir au maximum finalement, dans ce cadre-là, indiquer ce qui nous semblait être une véritable difficulté sur ces deux alinéas et ce qu'on devait absolument préserver pour que le secret du Conseil et de la Défense reste uni. Mais encore une fois, ça n'est pas une alternative dont nous sommes l'initiateur ou dont nous sommes celui qui propose. Face à un texte absolument mal ficelé, qu'est-ce qu'on peut faire pour, au maximum, sauver le secret professionnel, mais sans renier les fondamentaux. Et ces fondamentaux-là font qu'on ne peut pas aller au-delà, à mon sens, et c'est ce qui a été décidé par l'Assemblée générale hier, de ce qui avait été, ce sur le quoi nous avions alerté le 29 octobre. Donc je dis maintenant, c'est aux législateurs et au gouvernement de prendre leurs responsabilités, chacun son travail, nous ne faisons pas la loi. Alors je veux rappeler, alors moi je ne suis pas élu au CNB, je suis totalement indépendant du CNB, puisque quand on reprend la chronologie de là où nous en sommes aujourd'hui, il y a eu le projet de loi, il y a eu une intervention du CNB pour modifier le texte avec 11 amendements qui ont été acceptés par le gouvernement. Alors je vais voir si j'arrive à... Je n'arrive pas à partager l'écran, malheureusement, mais vous avez sur le... Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Ici, on le voit. Vous voyez le texte? Oui. Voilà. Donc ça, c'est le texte du Sénat qui rappelle, donc c'est les travaux du Sénat, en commission, les députés ont adopté, après avis favorable du rapporteur, 11 amendements inspirés par le Conseil national des barreaux. Et on retrouve ce que Laurence Roch disait sur la difficulté à scinder le secret professionnel. Ils ont défendu l'idée selon laquelle les clients peuvent passer d'une catégorie à l'autre et que c'est souvent pour cela qu'ils vont voir un avocat. Un client prend conseil parce qu'il s'attend à être prochainement poursuivi ou parce qu'il sait avoir commis une infraction pénale. Donc, je voulais simplement rappeler ce texte pour indiquer que le CNB n'était pas resté les bras croisés et qu'avait très précisément pris l'initiative d'intervenir pour renforcer le secret professionnel, ce qui avait été admis avant que le Sénat vienne modifier et détricoter à nouveau le texte. De ces explications, parce qu'on a bien suivi ça et le job a été plus ou moins bien fait, mais en tout cas, il me semble bien fait à ce stade. Avant d'évoquer les recours, je vous dirais qu'il y a quelques instants, nous étions 600 connectés, ce qui est quand même assez intéressant. Et je crois comprendre qu'un certain nombre de députés amis sont parmi le public, ils se reconnaîtront. Je les salue pour ce qu'ils font et les conseils qu'ils peuvent nous donner. Les recours, que faire désormais? Donc il y a la question de la saisine du Conseil constitutionnel. Sur cette question-là, il faut être, bien qu'on ne le sache pas, des statistiques montrent que lorsqu'il y a une CMP conclusive et que le texte repasse en séance tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, il est rare qu'il y ait des saisines du Conseil constitutionnel puisque par définition, il y a eu un accord des deux assemblées sur un texte qui n'ont par définition aussi pas la conscience d'avoir voté un texte qui serait inconstitutionnel. Bon, donc il faut aller chercher vers les oppositions
Et je ne suis pas certain qu'il y ait le chiffre ou le nombre de 60 députés ou 60 sénateurs qui soient en capacité aujourd'hui de saisir le Conseil constitutionnel. Donc sur du court terme, même si on n'a aucune certitude, et on cherchera sans aucun doute les parlementaires qui seront prêts à nous aider sur cette saisine, mais en l'état, cette porte-là paraît très étroite. Et puis il y a la question des QPC. Ça a été développé. Laurence Roch l'a évoqué. Il y a manifestement des problèmes de constitutionnalité, pas simplement de validité par rapport à la jurisprudence européenne, mais les consultations de spécialistes disent qu'il y a des vraies questions de constitutionnalité du texte, à la fois sur le plan légistique, sur le plan du fond et sur notamment la proportionnalité telle que ça a été évoqué. La difficulté pour nous, en réalité, c'est que il va falloir que les affaires se nouent, que des magistrats forcent ou pas une nouvelle application de ce texte. Je suis très sensible à la façon dont Avocaillon a rappelé un certain nombre de choses et sur le fait qu'on ne peut pas considérer qu'en soi et a priori c'était une régression. C'était des nouveautés et de l'introduction d'un certain nombre de critères au sein du code de procédure pénale. Et il faudra attendre plusieurs années pour qu'une QPC puisse, le cas échéant, être portée devant le Conseil constitutionnel. D'ailleurs, sous le contrôle de la Cour de cassation, puisque vous savez que la mécanique de la QPC, c'est le contrôle de la Cour de cassation. Et ce contrôle de la Cour de cassation, qui pour l'instant n'a jamais donné, vous l'évoquiez à Avocaillon, de signaux très favorables, bien au contraire, à la sécurisation du secret professionnel, risque de poser problème. Mais effectivement, les cabinets feront leur travail. Je crois que Laurence Roch n'est pas d'accord. Je vais vous donner la parole. Les cabinets feront leur travail et le moment venu, s'il y a possibilité d'intervention du Conseil national des barreaux, je pense que la profession interviendra par la petite porte devant le Conseil constitutionnel sans aucune difficulté. Mais Laurence Roch, vous sembliez dubitative sur ce que je disais, ou peut-être vous avez estimé que j'étais peut-être pessimiste. Voilà, j'ai trouvé que vous pouviez pécher par pessimisme, ce qui est rare de votre part. Ouais. Voilà. Non, je dis ça parce que quand on regarde les décisions du Conseil constitutionnel, s'il est vrai qu'il n'y a pas eu en fait de reconnaissance en quelque sorte du principe du secret professionnel comme étant un principe constitutionnel, il y a quand même des signaux intéressants, à la fois sur les principes, pas simplement des droits de la défense, mais quand même sur le principe de la confidentialité des échanges. Sur le principe, par exemple, du droit au procès équitable, sur un certain nombre d'autres, on va dire, libertés. Et donc, comme on sait quand même qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a beaucoup évolué et est en réalité aujourd'hui fait un travail juridique et un travail on va dire, d'apport du droit, on pourrait avoir des surprises quant à son évolution sur la protection du secret professionnel par le biais du droit et du respect à la confidence et à la liberté des échanges et à la confidentialité des échanges. C'est pour ça que je ne suis pas si pessimiste et je dis même que l'alinéa 2 pourrait pousser en quelque sorte le Conseil constitutionnel dans le cadre de QPC à avoir peut-être un regard plus, on va dire, plus souple sur le secret professionnel en mesurant par l'alinéa 2 qui souligne de lui-même le caractère ténu entre le Conseil et la défense et finalement le caractère risqué de l'atteinte au secret professionnel. Donc peut-être que l'alinéa 2 peut aussi alimenter une réflexion un peu plus, on va dire, protectrice du secret de la part du Conseil constitutionnel, parce que cet alinéa 2 met quelque part le doigt là où nous, on essaye systématiquement de montrer qu'il y a une frontière très poreuse. Et malgré tout, ça peut aussi, là-dessus, enrichir la réflexion du Conseil constitutionnel. Je rejoins cet avis, notamment sur le fait que nulle part dans le texte vous ne trouverez une définition précise de la distinction entre le secret professionnel du Conseil et le secret professionnel de la défense. Le texte a été modifié là-dessus, mais on n'a pas de distinction. Et à partir du moment où on va ériger de manière absolue le secret professionnel de la défense
et le secret professionnel du Conseil, hors le cas des infractions fiscales, etc., il va y avoir une difficulté de définition du texte. Et là, à mon avis, peut-être que l'imprécision ou l'absence de définition sera peut-être une brèche dans laquelle le Conseil constitutionnel s'engouffrera pour considérer que le texte n'est pas conforme, car imprécis. Parce que où est la frontière entre les deux types de conseils? On a une idée avec ce que nous disait la Cour de cassation, mais à partir du moment où dans la loi, on fait la distinction entre ces deux types de conseils, ça peut poser une difficulté. Moi, je ne suis pas du tout pessimiste, y compris d'ailleurs sur la situation qui résulterait de la nouvelle loi, donc à part le point 2 là, qui est général, mais si le point 2 saute, je ne suis pas du tout pessimiste sur l'évolution, puisque les solutions déjà apportées par la loi seront un plus. Il y a simplement le problème du secret professionnel du Conseil pour les infractions fiscales qui là pose une difficulté, notamment sur cette définition de ce qu'on entend par secret professionnel du Conseil. Mais je veux être optimiste. Merci beaucoup. Il est l'heure de... Alors, on peut y passer la nuit. J'espère qu'il n'y a pas trop de frustration. J'avais vraiment énormément de questions, mais j'ai l'impression quand même, quand je les vois par rapport à ce que nous avons évoqué les uns les autres, on a fait à peu près le tour. Pour vous dire comment vraiment nous comptons. Alors à ce stade, vous dire qu'on est toujours en contact avec les pouvoirs publics. L'idée est quand même de dire que on est sur le thème soyez raisonnables. On est en train de regarder les uns les autres sur le fait qu'il y a non seulement des imperfections, mais des choses qui ne vont pas dans ce texte, et que tout le monde aurait intérêt dans le cadre, j'ai envie de dire tout le monde sans combattre, hein, c'est pas la question de qui gagnerait ou qui perdrait. Je pense que l'état de droit, la justice, la sécurité juridique, un signal fort donné dans ces temps troubles de ce que, dans une grande démocratie comme la nôtre, il y a des principes essentiels, et que la sécurité du citoyen, personne physique ou même des personnes morales, a besoin d'être réaffirmée. Et je pense que des signaux d'une vraie démocratie qui vit, des rappels aux grands principes républicains, seraient, alors que malgré tout se nouent des débats dans ces présidentielles qui arrivent avec beaucoup de questions qui nous troublent, nous les avocats, sur une forme de relativité de questions graves, de prise en main, on entend que c'est le ministre de l'Intérieur qui va porter des réformes en matière de code de procédure pénale. Enfin, on se dit à ce stade-là, alors que ce projet quand même a été porté, pour beaucoup d'aspects d'ailleurs dont on ne parle pas ce soir, parce qu'on parle de ce qui nous irrite, mais aussi soutenu par notamment le Conseil national des barreaux, qui toutes les commissions y ont beaucoup travaillé. On se dit, c'est dommage que ça achoppe sur ce point qui est essentiel, qui est démocratique et en réalité très républicain. Et c'est l'appel que moi je lance avec vous tous, je crois, ce soir au pouvoir public, de dire, allez, un petit effort, prenez sur vous, allez au bout du raisonnement que vous avez osé faire et régler cette question, qu'on puisse effectivement se dire, on est soulagé et finalement on vit dans une belle démocratie, avec un Parlement qui a fait son travail et un gouvernement qui a assumé ses responsabilités face aux pressions des uns ou des autres, qui se mêlent peut-être beaucoup d'aller rechercher dans les cabinets, chez les uns, chez les autres, qui sont dans le soupçon permanent. Donnez-nous ce souffle. Voilà, mesdames, messieurs les députés, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le ministre, donnez-nous ce souffle, qu'on ne vit pas dans une société de soupçon permanent et que les principes démocratiques méritent qu'on s'y attache. Donnez-nous ce souffle et ce signal parce que vous êtes en capacité de le faire. Voilà ce que je dis ce soir, en espérant que les choses vont évoluer, et de toute façon elles évolueront parce que nous serons toujours attentifs et nous serons toujours combatifs sur ces questions-là. Je voulais vraiment vous remercier toutes et tous. J'espère qu'il n'y a pas trop de déception, qu'on a fait le tour. Pour nous, c'était important aussi. Je remercie à nouveau Camille Herry de cette proposition. Merci à vos Caillons de votre présence toujours à la fois précise, bienveillante, très juridique et très dynamique. Bon, on remercie aussi Laurence Roch et toute l'équipe des permanents du Conseil national des barreaux qui ont
qui ont créé cet événement. Nous vous tiendrons au courant et nous vous souhaitons tous une très bonne soirée et un bon week-end à tous et à chacun. À très vite et à très bientôt. Merci infiniment de nous Merci, avoir Monsieur le accueillis. Président.